Il y a des matins où la lumière entre de travers dans une maison. Pas franchement, pas avec cette franchise que le soleil a parfois quand il inonde tout sans pudeur. Non, elle entre de biais, oblique, comme si elle aussi hésitait à éclairer ce qu'elle risquait de trouver. Ce matin-là, je me souviens de la lumière avant de me souvenir de tout le reste. Elle traversait les stores vénitiens en lames fines, dessinait des rayures sur le plancher de chêne cendré, et s'arrêtait au pied du lit où Théodose avait jeté les documents. Je les avais vus tomber. Il les avait lancés. Pas posés, pas tendus, lancés, du poignet, avec ce geste précis qu'ont les hommes qui savent que le geste compte autant que la chose. Une enveloppe craft épaisse, et à l'intérieur, des feuilles imprimées recto verso, des photos en noir et blanc, des relevés de date. Une mise en scène parfaite. Tu signes ça, ou tu ne reverras Ézéline qu'un week-end sur 2, et encore. Sa voix était posée. C'est ce qui me glaçait le plus chez Théodose, depuis le début. Il ne criait jamais quand il menaçait. Les hommes qui crient, on peut les mesurer, les anticiper. Lui parlait comme on récite une liste de courses. Articulation nette, regard fixe, aucune émotion sur le visage. 16 ans de mariage. 16 ans à apprendre à lire une façade sans fenêtre. Je pris les feuilles. Je dois revenir quelques mois en arrière pour que vous compreniez comment j'en étais arrivée là. Debout au bord de mon lit, en peignoir de soie froide, à tenir entre mes mains des preuves fabriquées de toutes pièces par un homme qui me connaissait mieux que n'importe qui et qui avait parié là-dessus. Théodose Arvanitis, fils d'un armateur grec installé à Bordeaux dans les années 80. Il avait grandi dans une maison où les femmes cuisinaient et se taisaient, et les hommes décidaient de tout sans jamais hausser la voix. Il avait beau avoir fait Sciences Po, avoir lu Beauvoir en première année, comme un exercice d'ennemi à connaître, j'en suis persuadée. Cette architecture-là était gravée dans ses os. Il ne la voyait même plus. C'était l'eau dans laquelle il nageait. Moi, je m'appelais Céliane Marcoux. Je venais d'un appartement à Limoges, d'une mère qui avait élevé 3 enfants en travaillant comme technicienne en radiologie, d'un père qui réparait des montres et lisait Zweig. Je n'avais pas de fortune. J'avais une licence de droit, une mémoire photographique et une obstination que ma mère appelait têtue et que mon père appelait exacte. Nous nous étions rencontrés à un colloque sur le droit maritime à Lyon. Il m'avait trouvée belle. Je l'avais trouvé intelligent. Ces 2 malentendus avaient suffi à nous marier. Ézéline était née 3 ans après. Cet enfant avait la même obstination que moi et les mêmes pommettes que lui. Une sorte de synthèse irréfutable de nos 2 entêtements. Elle avait 7 ans à l'époque de cette histoire. 7 ans et une façon de poser des questions qui me faisait parfois penser qu'elle comprenait tout sans qu'on lui explique rien. La séparation avait commencé par ce qu'elle commence toujours, dans les couples qui ne se crient pas dessus. Un silence qui enfle. Pas de scène. Pas d'adultère découvert. Pas de crise spectaculaire. Juste une accumulation de petites redditions, de petites capitulations quotidiennes, jusqu'au jour où on réalise qu'on ne se souvient plus à quoi ressemblait sa propre voix quand elle disait non. Ce jour-là était venu un mardi de novembre. Théodose avait décidé, sans me consulter, de vendre notre maison secondaire en Ardèche, la seule chose que j'avais héritée de mon père. Il me l'avait annoncé entre 2 bouchées, à table, comme s'il commentait la météo. Et j'avais compris, à la façon dont il attendait ma réaction, calme, certain de lui, les coudes sur la nappe, que dans sa tête, c'était déjà fait. Ce soir-là, pour la première fois, je n'avais pas acquiescé. J'avais dit « non ». Il avait souri. Ce sourire que je connaissais, celui qui précède toujours, chez lui, une démonstration de force. 3 semaines plus tard, il avait ouvert une procédure de divorce et prévenu son avocat. Maître Dourguin, un homme au costume sombre et aux dents trop blanches, qu'il voulait la garde exclusive d'Ézéline. Je ne lui avais pas dit que je me préparais depuis 4 mois. Là est l'erreur qu'il avait commise. Et c'est une erreur que font souvent les gens habitués à gagner. Ils confondent le silence de l'autre avec son acceptation. Ils voient quelqu'un qui ne répond pas et ils lisent quelqu'un qui se soumet.
Il ne pense pas à l'autre option, quelqu'un qui observe. Depuis le premier matin où j'avais senti le vent tourner, longtemps avant que Théodose ait prononcé le mot divorce, j'avais commencé à documenter. Discrètement, méthodiquement, avec cette rigueur que ma licence de droit m'avait apprise et que 10 ans sans l'exercer n'avaient pas effacée. J'avais consulté Maître Valbrun. Elle n'était pas du même monde que Dourguin. Elle travaillait dans un bureau au 3e étage d'un immeuble banal, avec des plantes sur le rebord de la fenêtre et des dossiers empilés jusqu'au plafond. Elle portait des lunettes trop grandes pour son visage, et elle prenait des notes à la main. La première fois que je lui avais exposé la situation, elle n'avait pas dit un mot pendant 20 minutes. Elle m'avait laissé parler. Puis elle avait posé son stylo et dit « Bien, maintenant, racontez-moi ce qu'il pense que vous ne savez pas. » Ce fut le début de tout, car c'est là que résidait le vrai problème, et Théodose ne le savait pas, dans sa certitude que j'ignorais. Il n'avait pas pris la peine de vérifier. Il avait supposé, comme il supposait tout, par habitude, par arrogance paisible. Il supposait que je n'avais jamais regardé les relevés de ses comptes offshore à Chypre. Il supposait que je n'avais pas remarqué les transferts réguliers vers une société écran enregistrée au nom d'une holding luxembourgeoise, dont l'unique associée était une femme prénommée Daphné, qu'il avait présentée, des années plus tôt, comme une collaboratrice de longue date. Il supposait que je n'avais pas conservé depuis 2 ans chaque message vocal, chaque échange de courriel, chaque document signé de sa main dans lequel apparaissaient des chiffres qui ne correspondaient à aucune déclaration fiscale. Il supposait que j'étais la même femme qu'au début de notre mariage. Erreur fondamentale. Les preuves qu'il avait jetées sur mon lit ce matin-là, je les parcourus lentement. Je reconnaissais le travail de Dourguin, propre, ciblé, conçu pour impressionner. Les photos de moi dans un bar en conversation avec un homme. Bertrand, mon cousin Germain, avec qui je déjeunais une fois par mois depuis 20 ans, mais qu'on pouvait effectivement présenter, sous le bon angle, avec le bon cadrage, comme quelque chose d'autre. Des relevés d'appels téléphoniques soigneusement sélectionnés. Un faux témoignage d'une voisine, Madame Olekova, dont j'avais appris 3 semaines plus tôt qu'elle avait un différend ancien avec ma belle-mère et que Théodose avait su instrumentaliser. C'était du bon travail. Dans d'autres circonstances, ça aurait peut-être marché. Théodose me regardait depuis l'embrasure de la porte. Il n'était pas entré dans la chambre. Il attendait, les bras croisés, avec cette décontraction étudiée des gens qui savent qu'ils contrôlent la situation. Je posais les feuilles sur le lit. Je le regardais. Et je dis « Donne-moi un stylo ». Je vis quelque chose passer sur son visage. Pas de la joie, plutôt de la satisfaction. Il alla chercher un stylo dans le tiroir du bureau et me le tendit. Je signai les documents là où il était indiqué de signer. Puis je rassemblai les feuilles soigneusement, les glissai dans leur enveloppe et la lui tendis. « C'est tout » dit-il. « C'est tout. » Je pris ma veste, je pris mon sac. Je traversai le couloir, je passai devant la chambre des Hélines. Elle dormait encore, et je posai une main 1 seconde contre sa porte, juste 1 seconde. Je descendis l'escalier, j'ouvris la porte d'entrée, et je sortis. Je marchai jusqu'à la pâtisserie Sondermann, à 200 mètres de là, qui ouvre à 7 heures. Je commandai un café et une brioche au sucre de canne. Je m'assis à la table près de la fenêtre. Dehors, la rue s'éveillait lentement. Le camion poubelle, un jogger en veste orange, une femme avec un teckel. Je mangeai ma brioche. Je bus mon café. À 7h42, mon téléphone sonna. C'était Maître Valbrun. « Dourguin vient de m'appeler. Il hurle !»« Il a compris ?»« Il a compris les clauses, » dit-elle, et je l'entendais sourire au téléphone. Pas toutes, mais suffisamment. Voici ce qu'il y avait dans les petits caractères des documents que Théodose m'avait fait signer, ceux que Dourguin avait rédigés pour lui, et que Théodose n'avait probablement pas lus jusqu'au bout, parce que c'est toujours ainsi avec les gens qui croient que leur supériorité est acquise. Ils délèguent la précision à d'autres. En signant cet accord, Théodose reconnaissait, implicitement, par une clause insérée en page 7,
dans un paragraphe relatif aux modalités de partage des biens communs, que les comptes présentés lors de notre déclaration patrimoniale conjointe constituaient la totalité de notre patrimoine commun. Ce faisant, il excluait officiellement, par sa propre signature, l'existence de tout autre actif, ce qui, mis en parallèle avec les preuves que maître Valbrun avait réunies concernant les comptes chypriotes et la holding luxembourgeoise, constituait une déclaration frauduleuse sous serment. En termes plus simples, il venait de signer lui-même son auto-incrimination. Maître Valbrun avait repéré cette clause le soir même où Dourguin l'avait envoyée, pour lecture, dans le cadre des échanges procéduraux standards. Elle m'avait appelé à minuit. Nous avions parlé pendant 2 heures. Et nous avions décidé ensemble, elle et moi, que je signerais. Ce qui suivit prit quelques semaines, mais prit. Le parquet fut saisi d'une plainte pour fraude fiscale et dissimulation d'actifs. Les comptes de Théodose à Chypre furent gelés dans l'attente de l'instruction. Dourguin se retrouva dans la position inconfortable de conseiller juridique dont le conseil avait produit la pièce à conviction centrale dans le dossier de son propre client. Il ne hurla qu'un matin. Ensuite, il se fit discret. Quant à la garde des Hélines, le juge aux affaires familiales rendit sa décision en ma faveur. Résidence principale chez moi, droit de visite élargi pour Théodose. Ce que j'avais demandé, parce qu'Ézéline aime son père et qu'une mère n'est pas une vengeance. Je voulais partir. Je ne voulais pas détruire. Il y a une différence. Elle m'a pris longtemps à comprendre, mais je la comprends. Madame Olekova, la voisine aux faux témoignages, apprit par des voies que je n'ai pas cherché à connaître que les preuves avaient été jugées irrecevables. Elle m'envoya un mot dans une enveloppe glissée sous ma porte, une enveloppe sans en-tête, une feuille pliée en 4, 3 lignes d'une écriture penchée qui disait qu'elle regrettait. Je mis la feuille dans un tiroir. Je ne lui en voulais pas vraiment. Les gens font des choses sous pression qu'ils n'auraient pas faites autrement. Je savais ça mieux que personne. Mon cousin Bertrand, quand je lui expliquai l'histoire des photos, resta silencieux un long moment, puis éclata de rire. Ce rire qu'il a depuis qu'il est enfant, trop fort, trop long, absolument sincère. « Ton mari, dit-il finalement, en essuyant ses yeux, a utilisé nos déjeuners du jeudi pour te nuire. Tu réalises qu'il va falloir qu'on continue à déjeuner ensemble maintenant, juste pour qu'il sache ?» On continua. Ézéline eut 8 ans 4 mois après que son père et moi eûmes signé l'accord définitif de divorce. Pour son anniversaire, elle voulut une fête dans le jardin. On avait emménagé dans un appartement avec un jardin, petit mais réel, avec un cerisier au fond qui fleurissait avant même la fin de l'hiver. Elle invita 7 amis de classe et une cousine. Elle voulut un gâteau à la framboise et des guirlandes dans les branches du cerisier. Je passais l'après-midi à installer des guirlandes dans un cerisier en fleurs, pendant que 8 petites filles couraient dans l'herbe fraîche et que Bertrand, qui était venu m'aider, tenait l'échelle avec l'air d'un homme qui n'a jamais été aussi utile de sa vie. À un moment, Ézéline s'arrêta de courir et leva les yeux vers moi. J'étais encore dans l'arbre, à moitié cachée par les branches, avec des pétales plein les cheveux. « Tu es heureuse, maman ?» dit-elle. Elle avait dit ça avec la simplicité absolue des enfants qui posent les questions les plus directes du monde sans se douter de leur poids. Je la regardais depuis les branches du cerisier. Le jardin était plein de lumière. Les guirlandes n'étaient pas encore allumées, mais elles le seraient dans 1 heure, quand l'obscurité descendrait. Et alors tout ce petit espace deviendrait autre chose. Quelque chose de doux, de tenu, de nôtre. « Oui, » lui dis-je, et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas hésité avant de répondre. Je pense parfois à ce matin dans la chambre. La lumière oblique sur le plancher. Les documents lancés sur le lit. Théodose dans l'embrasure, les bras croisés, certain d'avoir gagné. Ce qu'il n'avait pas compris, ce que les gens comme lui comprennent rarement, c'est qu'on ne soumet pas quelqu'un en le menaçant. On le libère. On lui désigne la sortie et on lui dit « c'est ici que ça s'arrête ». Et si cette personne a passé des mois à se préparer à reconnaître cette sortie quand elle se présenterait,
alors la menace devient exactement le contraire de ce qu'elle était censée être. Elle devient une porte. J'avais signé. J'avais fermé la porte. J'étais sortie. Et ce faisant, j'avais simplement accompli ce que Maître Valbrun et moi avions prévu depuis le début. J'avais laissé Théodose Arvanitis faire, de sa propre main, ce que personne d'autre n'aurait pu faire à sa place. Il s'était piégé lui-même. Avec ses propres mots, sur ses propres documents, devant son propre avocat. Il n'y a pas dans tout ça de satisfaction particulière à trouver dans sa chute. Vraiment. Ce qui compte, c'est le cerisier, les guirlandes, Ézéline qui court dans l'herbe, le café du matin dans une tasse que j'ai choisie. Les matins où la lumière entre franchement, sans biais, et où elle n'a rien à craindre de ce qu'elle va éclairer. Ce sont des choses petites. Elles sont exactement suffisantes. Si cette histoire vous a touché, un pouce bleu et un abonnement. C'est la façon la plus simple de nous dire que ça vaut la peine de continuer.